C'est un réel plaisir, même le téléspectateur, de vous retrouver ce week-end pour le compte de ce magazine Au cœur du sport. Et oui, ce week-end, nous allons revenir largement sur les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Vous le savez, la RDC est qualifiée pour les barrages. On parlera justement de cette 6e et dernière journée dans tous les groupes, mais aussi les chances de la République démocratique du Congo pour ces barrages qui se jouera en aller comme au retour et dont on connaîtra, je crois, d'ici décembre, l'adversaire, du moins, pour le compte de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée des confrères. Nous avons Gédé Louise, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, madame. C'est toujours un réel plaisir d'être sur vos cadres. J'espère qu'on sera à la hauteur, on parlera sport. Et oui, surtout que vous n'avez pas votre langue en poche, donc on sera servi certainement aujourd'hui. Et Billy Kinkela, bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, c'est toujours un honneur d'être sur Télé 50 et voilà, partager le plateau avec les intelligences sur ce plateau et surtout retrouver mon aîné à côté. C'est toujours un plaisir d'être avec lui. En tout cas, on l'a vraiment retrouvé. Jean-Ric Oumondé, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Arlette, bonjour Gédé Louise, bonjour Billy. C'est aussi un énorme plaisir d'être à côté de ces jeunes talentueux. Voilà, qui sont en train de monter en puissance, d'ailleurs qui s'affirment sur les terrains. Merci. Alors, on va justement parler des Léopards de la République démocratique du Congo. Un match assez difficile, hein. Il fallait le faire, les Congolais l'ont fait. Ils sont arrivés à se qualifier face au Bénin, 2-0. Et alors que, on dirait quand même que les débuts des éliminateurs a été assez compliqué pour la République démocratique du Congo. Et voilà qu'ils se sont ressaisis en dernière minute, Jean-Ric Oumondé. Bon, moi je pense que c'est vrai qu'on a commencé timidement et puis on est monté en puissance. Au finish, on s'est qualifié difficilement parce qu'on était condamné à l'exploit après les matchs de la Tanzanie. Pourtant, on pouvait mieux faire, mais on a tâtonné. Mais c'est vrai que l'entraîneur peut se justifier, il n'a pas eu assez de temps, il n'a pas eu tout son effectif. Il y a eu des absents avec les Covid, la situation devenait compliquée. Les clubs faisaient pression sur les joueurs, ce qui a fait d'ailleurs que certains matchs, on n'a pas vu Kakuta parce que Lens faisait réellement pression sur ses joueurs. D'ailleurs, dans d'autres sélections, les joueurs de Lens n'étaient pas partis. Mais quand même, on est arrivé. Mais c'est les derniers matchs pour moi qui posent problème. Les matchs qui pouvaient nous rassurer. Mais là, on est tombé dans une bourde inexpliquée. Parce que moi, je ne peux pas comprendre ces jours-là. Moi, j'étais au stade, dans les gradins, en train de regarder les matchs. Mais je suivais quand même le mouvement du banc. Je regarde les remplacements tels qu'ils s'opèrent. Jusqu'à ces derniers remplacements qui a posé problème. Moi, j'ai sursauté au stade. Je ne sais pas si le staff technique était à l'aise, mais moi, j'ai sursauté. Moi, je me suis dit, les gens qui étaient même à côté de moi l'ont remarqué. D'ailleurs, on commençait à discuter. Il y avait par exemple Jolga, il y avait Chipamba, un ancien de Nyota. Il y avait Huguette. Je commençais à dire, ça va nous poser des problèmes. Et pendant que le match s'est joué, on commençait à consulter, à feuilleter sur les règlements. Et avant même que les matchs ne se terminent, on est arrivé à la conclusion qui pouvait être responsable de cette situation. Donc, c'est une situation qui m'a beaucoup gêné, qui m'a beaucoup agacé. Mais quand je regarde une certaine légèreté de certaines personnes, on dit non, mais on est toujours dans la suffisance. Non, il n'y a pas de problème. Non, il y a des problèmes. Il y a des problèmes sérieux. Parce que nous avons enfreint la loi. Même si nous pouvons avoir raison, mais c'est des choses qu'on pouvait éviter. Si l'entraîneur est emballé par l'enjeu du match, on voit bien, il regarde tout ça, il doit être présent, il doit être dans les jeux, il participe avec ses joueurs. Mais les bancs, les membres du staff technique, les secrétaires Mayala, il faisait quoi? Il faisait quoi? C'est lui qui est censé mieux lire les règlements que tout le monde, surtout en matière de remplacement. Il savait qu'on avait déjà utilisé 4 fenêtres et 3 fenêtres et on ne pouvait pas ajouter une 4e. Pas un 4e remplacement, mais une 4e fenêtre. Alors, après les matchs, quand les gens étaient suffisants, on a gagné. Moi, après les matchs, j'ai continué toujours à poser des questions. J'ai approché 2 personnes du staff technique qui m'ont rassuré, non, il n'y avait rien. Après, j'ai appelé certaines personnes de la fédération, ils m'ont rassuré, il n'y a rien. Mais moi, j'étais inquiet. Moi, j'étais glacé quand j'ai vu le 4e remplacement. Jusqu'à la fin du match, je n'étais pas dans l'euphorie parce que je savais que cette histoire allait nous amener des problèmes. Et à 20h, quand Patrick Julie a fait son article sur Football 365, voilà, ça s'est éclaté.
Malheureusement, toute la presse française est tombée dessus. C'est comme si leur principal source c'était cet article-là. Et le lendemain, c'était la presse belge. Alors, ça s'est emballé dans tous les sens. Mais de toutes les façons, je me dis, bon, on est dans les bons. Je ne vois pas tellement notre responsabilité parce qu'il y a déjà un cas de jurisprudence. Parce que quand on lit les règlements et de la FIFA et de la CAF, il n'y a pas de sanctions prévues par rapport à une équipe qui opère qui utilise une quatrième fenêtre. Il n'y a pas de sanctions clairement établies. Donc on peut recourir à la jurisprudence. C'est les matchs Guinée-Équatoriale-Libye de 2020 des éliminatoires de la CAF où la CAF avait simplement sanctionné l'arbitre. Donc si on se limite là-bas, on peut être tranquille. Mais ce sont des choses qu'on pouvait éviter. On se dit aujourd'hui, on se rend bien compte qu'au-delà de l'ère de jeu, le football est assez complexe. Il y a les textes également qu'il faudrait arriver à maîtriser pour que justement, que l'on n'arrive pas à avoir cette qualification assez difficile. On se dit finalement, qu'est-ce que nous avons comme problème? On ne peut pas se qualifier tout simplement, il faudrait qu'il y ait des problèmes. On a connu ce problème de quatrième fenêtre. Aujourd'hui, on revient encore sur... Il y a un autre dossier sur justement les arbitres qui seront les PV des arbitres et consorts. On s'est dit finalement, la RDC va se reposer quand pour justement se dire enfin on est finalement qualifié. Non mais moi je pense que c'est une situation un peu compliquée vu que ça s'est éclaté, ça s'est dit dans nos médias jusqu'à ce que le Bénin a porté plainte. Oui. Je pense qu'il faut voir ça de près, il ne faut pas négliger, mais je crains qu'il n'y ait pas grand-chose. Parce que là, on a vu, comme Jean-Rick disait tantôt, il y a eu des cas de jurisprudence. Donc sûrement la CAF et la FIFA vont se référer à ces cas-là pour trancher ces litiges. Mais bon, il y a aussi des rapports des arbitres et des commissaires au match qui ont écrit dans leur rapport que la RDC a utilisé 3 fenêtres. Donc les 2 derniers changements ont été effectués à la 84e minute. Mais attention, dans la lettre que la FIFA a envoyée, on a dit si on peut utiliser, amener tous les supports, donc tous les moyens. Je crois qu'ils vont amener aussi des vidéos. Oui, mais bon, c'est la responsabilité des arbitres de se justifier. Bon, il peut dire, voilà, la dernière demande a été faite au même moment et les joueurs n'étaient pas prêts, il y avait des campos, tout ça. Il ne sait pas comment il va justifier finalement. Mais dans son rapport, il a écrit que les 2 derniers changements ont été effectués à la 84. Donc, ce n'est pas le problème de la RDC, c'est le problème des arbitres de se justifier. Mais bon, c'est quand même dommage pour la RDC qui a fait un grand match. En fait. Ouais, évitable sûrement. Donc là, la RDC a fait un grand match. Moi, je reviens rapidement pour parler de cette équipe nationale de RDC. Ça fait un long moment qu'on n'avait plus gagné. Ça fait depuis 2018 jusqu'au départ de Christian Sengben, il y avait un problème de victoire. Les RDC étaient, disons, constipés, n'arrivaient plus à gagner. Mais bon, la preuve, on a commencé les éliminatoires de la Coupe du Monde timidement avec 2 matchs nuls qui se sont suivis. Mais c'est cet état d'esprit des joueurs qui m'a impressionné. À un moment donné, les joueurs se sont transcendés, ils voulaient la victoire. Et voilà, l'exemple, je disais tout à l'heure, donc j'ai vu le match contre la Tanzanie. À 3-0, jusqu'à 3-0, les joueurs continuaient à courir sur l'RDG. Donc ça prouvait qu'il y avait de la motivation, il y avait l'envie de bien faire. Et c'est ce qui a été le cas donc, jusqu'au match de Bénin. Donc cette motivation-là, amenée par l'équipe, amenée par Dieu merci Mbokani. Donc je pense qu'il y aura cette envie-là de continuer à gagner. Et peut-être au tour barrage, si jamais la litige sera tranchée de la plus belle des manières, qu'on pourra faire quelque chose de meilleur. On se dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut compter sur cette sélection justement? La sélection a été aussi décriée. À un moment donné, on se disait, Cooper tâtonnait un tout petit peu trop. On se disait finalement, quel serait le mécanisme le plus approprié pour la République démocratique du Congo? Et avec ce dernières rencontres, on se dit, on peut quand même espérer avec la RDC. Non, moi j'ai envie de dire qu'on a enfin retrouvé une équipe de la RDC. C'est vrai, on n'a pas tous nos éléments au meilleur de leur forme. Mais j'ai déjà évoqué tout à l'heure l'état d'esprit qui caractérise cette équipe. Et c'est ce qui est bien. Regardez le niveau que présente Bakambu présentement. Ce n'est pas le grand Bakambu qu'on a connu. Mbokani au soir de sa carrière. Et bon, voilà. Donc, on a fait avec cet état d'esprit, ce qui fait, me pousse à dire, moi, qu'on a retrouvé une équipe. C'est vrai qu'il a commencé timidement ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Tout simplement parce que Hector Cooper est resté logique dans sa philosophie. Ce n'est pas un entraîneur qui vous joue tiki-taka, c'est un entraîneur qui veut être solide derrière. On l'a vu même avec l'Égypte, ce qui a d'ailleurs été l'une des raisons pour laquelle il a quitté la sélection égyptienne. C'est parce qu'on estimait qu'on ne jouait pas très bien, on voulait jouer avec manière. Mais lui, il leur a dit, le football, c'est pas la boxe, hein, où on peut gagner parce qu'on a malmené l'adversaire. Il faut rester solide derrière et être efficace devant. Donc, moi, je crois qu'on a retrouvé l'équipe. Parce que, regardez,
quoi que l'on puisse dire de cette équipe, c'est quand même 6 matchs, GD. Vous ne pas où on n'a pas encaissé 6 clean sheets, surtout à Kinshasa. Contre les Madagascar. Là, c'est Non, quand je prends de manière globale. Non, mais non, on a encaissé 3 buts, on a encaissé 3 buts. Non, mais sur l'ensemble de matchs, il y a eu quand même, je ne dis pas qu'on n'a pas encaissé tout le match, mais quand on comptabilise le nombre de matchs où on n'a pas encaissé, je me dis, c'est qu'on a quand même trouvé des assises défensives. Et Hector Cooper le disait bien. Il est resté logique à sa philosophie, trouver des assises. On sent qu'au niveau de l'animation défensive, ça posait problème. Comme Koko Amale, avec les précédentes sélections, montait, derrière, ça s'est laissé découvrir. Maintenant, on a comme l'impression, on a trouvé la formule au niveau de l'animation offensive. C'est vrai que dans tous les compartiments, ce n'est pas encore ce que l'on veut. On espère bien, on ne sera pas à la CAN. Les autres nations, nous sommes la seule nation qui ne sera, parmi en tout cas les 10 nations qui sont restées, qui ne sera pas à la CAN. Je crois qu'on va mettre à profit ce temps pour travailler les autres compartiments avec, bien évidemment, moi je le souhaite, l'avènement de jeunes comme Canton. Justement, on se dit que certes, les qualifiés, mais il y a beaucoup de jeunes, des talentueux d'ailleurs, qui se distinguent au niveau des championnats, l'Inafoot et Peskin et autres. On se dit finalement... Est-ce qu'il n'y aura pas une fenêtre pour ces jeunes? Parce que le mondial, c'est 2022. Et on le dit, on ne jouera pas la Coupe d'Afrique de Nations. Il faudrait qu'il y ait des jeunes aussi qui ait un programme, surtout voilà. J'ai aimé cette entente qu'il y a maintenant entre le ministère des Sports et la Fédération. Après la guéguerre, Tifoko, tout ça, j'ai vu le jour du match, le ministre a fait confiance. Je me dis, tiens, ça c'est à féliciter. Maintenant qu'il y a un programme clair, un chronogramme clair, parce qu'on sait que les autres nations seront à la CAN. Est-ce que nous, qu'est-ce qu'on va faire par exemple? J'ai appris dernièrement qu'il y avait un stage qui avait été annoncé pour le joueur local pour voir s'il y avait possibilité de dénicher quelques talents qui pourraient... Moi, je me dis, les garçons comme Gimbi de Mazembe, Karim Kividi, c'est qu'il faut au niveau du championnat, on peut donner de la chance. Claude Leroy l'a fait avec les Matumona, Ilongo et Mbalamuta. Voir s'il y a des jeux. Parce qu'il y a des compartiments. Le milieu de terrain, par exemple, on a joué sans numéro 6. Lorsqu'on joue un match de qualification sans numéro 6 de métier, je me dis, ça, c'est quand même un risque que l'on a pris. Déjà que Hector Cooper avait récupéré Arsène Zola, c'est qui est une très bonne chose parce que c'est un jeune quand même qui... Sachant qu'à un poste où qui était largement garni, on avait Maswakou qui joue la première ligue, on avait Ngonda, on avait Ntsakala. Je me dis sûrement qu'on l'a pris parce que depuis un temps, non mais c'est les meilleurs combos. Joue dans l'axe. Depuis la... Mais moi, j'ai quelques inquiétudes par rapport à la défense. Moi, je trouve que Luindama, c'est vrai qu'il est bon, tout ça, mais techniquement, il n'est pas vraiment, il ne rassure pas souvent. Parce que regardez, la plupart des fois, quand il doit intervenir, parfois il fait un excès de combativité et soit il pousse les joueurs adverses, tantôt c'est un dégagement maladroit qui rate de rentrer dans le but. Il ne me rassure pas tellement. Je ne sais pas pourquoi il a sauvé la défense à ça. Oui, mais c'est vrai, mais oui, il ne refuse pas, mais il faudrait qu'il y ait une technicité de haut niveau parce que pour jouer ce genre de compétition, on se dit, on envisage. Un technique dans cet axe-là. On a Idumba qui est technique, bon techniquement, on a Chancel Mbemba, mais il faut aussi quelqu'un qui est physiquement. Non, mais attendez, mais si... Il peut être fort pour les contacts, mais il doit arriver à mieux gérer cela parce que ça risque d'être en défaveur de la Si, mon aîné va parler parce que vous savez, c'est qu'il y a une sorte d'acharnement sur les réseaux sociaux sur Luindama. On a failli perdre Mbokani après la CAN 2017. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce garçon? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit également sur Luindama. Vous n'avez qu'à lire les réseaux sociaux. Luindama, il ne rassure pas. Luindama, il ne rassure pas. Si on aime Ramos, si on a aimé Pépé, si on a aimé Macherano, c'est parce qu'ils avaient ce côté-là où ça pouvait bousculer un peu l'adversaire. Moi, je crois qu'on a besoin de ce garçon, pourvu que ça nous évite des fautes dans la surface. Je crois que Luindama est bon, il est costaud, il est excellent dans les airs. Parfois, il anticipe dans les jeux, c'est bien, il fait une très bonne lecture. Mon problème, c'est quand il intervient, il y a toujours un excès. C'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire, nous allons jouer contre peut-être, je suppose, peut-être contre la Tunisie ou le Maroc. C'est déjà malin. Tu peux le pousser, il tombe dans la surface de réparation, vous avez un penalty. C'est ça ma crainte. Parce que quand je vois, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas faire jouer Tisserand. Bon, Tisserand, c'est vrai qu'il était blessé. Mais depuis que Luindama est là, on ne voit pas cet axe-là
Tisserand, Chancel, qui me semble la paire la plus complémentaire, la plus stable, la plus intelligente. Mais on préfère toujours replacer. C'est là aujourd'hui va nous remettre, va nous remettre dans la question de à quand finalement le logement de Cooper ici à Kinshasa. On se dit aujourd'hui avec la CAN, puisqu'on ne participera pas à la CAN, il faudrait que l'entraîneur puisse être là permanent pour déjà avec les joueurs locaux qu'il arrive à avoir une idée exacte en attendant l'arrivée des professionnels. Parce qu'il faudrait mixer le tout pour savoir justement quelle est la bonne formule. Madame, je pense que c'est ça. Arlette, je pense on vous comprend. Arlette, je pense que ça sera difficile parce que d'abord, qu'on ne se leurre pas. Pendant qu'il y aura la CAN, en Europe, les championnats vont continuer. Mais avec les locaux. Des locaux. Mais maintenant, si nous voulons renforcer cette équipe, on pense déjà à certains binationaux qui sont aujourd'hui très compétitifs. Maintenant, il faut regarder les niveaux de ces joueurs-là par rapport à nos locaux. C'est là le problème. Et c'est là que moi, parfois, je donne raison à Cooper. Il regarde les niveaux, il constate qu'il y a des écarts. Alors, il préfère prendre, par exemple, Moukoko Amaleka, Issama. Il regarde ça. Le problème, c'est celui-là. Est-ce qu'aujourd'hui, Cooper peut prendre 3 ou 4 joueurs de notre championnat? Si tous les binationaux là qu'on vise reviennent, je ne vois pas. Ça sera difficile. Mais si on enlève les complexes là, parce qu'il y a aussi un problème de complexe, on dit déjà s'il joue dans telle équipe, il est bon. Pour moi, il y a certains locaux qui sont mieux que les professionnels. Certains professionnels. Mais il y a ces complexes-là qui me semblent difficiles. Parce que le cas est là. Louindama, c'est un joueur cadre de l'équipe nationale. On ne peut pas les laisser sur le banc. Conséquence, on doit remonter Chancel devant. Et Louindama doit à tout prix jouer. Et le même cas peut se vérifier un peu partout. Est-ce que vous savez que les derniers matchs, Mbokani était fatigué? Mbokani était fatigué, on l'a vu. Pourquoi attendre jusqu'à ce qu'il va sortir sur une blessure? Non, on a vu qu'il était déjà fatigué, il a assez donné. On pouvait les remplacer à temps et les garder à 100%. Il est sorti sur blessure. Ben Malango, la même chose. On a vu que les gars étaient épuisés, même avant de marquer son but. Parce que, regardez le profil de Ben et de Mbokani. Ce sont de bons remiseurs. Il a les ballons, il ne court pas, il rentre pour donner et puis il entre en profondeur. Et même si on mettait les ballons en profondeur, il n'est pas très vite, comme Bakambu ou comme Meshak. Ils ont leur style de jeu. Donc, mais quelqu'un qui s'est déjà épuisé, je comprends, ça peut être la stratégie de l'entraîneur, mais parfois il faut économiser les énergies parce qu'on avait Bakambu qui était frais, on avait Mouleka qui était frais, et on pouvait les rentrer et nous éviter ce qu'on connaît aujourd'hui parce que les deux étaient à l'échauffement. On les a vus, à l'échauffement, ils ont fait pratiquement 15 minutes. À un moment, ils ont arrêté de s'échauffer, ils commençaient à regarder le match. Jusqu'à ce qu'on a marqué Ben Malango a marqué ces buts-là. On se dit certainement en attendant, dans l'espoir que nous sommes finalement retenus pour les barrages. Non, mais on attend la sanction tombe. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc on revient parce ici. Parce qu'avant, on nous a dit que les Bénin n'avaient pas fait de réserves. Si, il a fait des réserves. Non, ce n'est pas. Les recours, ils ont fait la réclamation. Ce qui m'étonne, c'est que dans la lettre de la FIFA, dans cette réclamation-là qu'on a semblé négliger, on nous demande de fournir les moyens. Oui. Je me dis, bon, ces recours, est-ce qu'il y avait une base légale, une base réglementaire? Parce qu'on n'a pas prévu des sanctions, bon, je ne sais pas. Mais au moins, on nous demande de fournir des moyens. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Alors, moi, je crois que je voudrais placer un bon sur ça. Les Congolais risquent de s'inquiéter davantage. Moi, non, mais non, on ne s'inquiète pas. Vous avez été pertinent. On alerte seulement. On alerte seulement parce qu'il y a des gens qui prennent ça à la légère. Les moyens avancés par la RDC ne seraient pas convaincants, mais des cas de jurisprudence prouvent qu'il n'y a pas de sanction prévue par rapport à ce cas. Donc, on ne va pas faire parler la loi là où elle est muette. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est plutôt de nous focaliser sur probablement le Maroc que j'ai envie de rencontrer. Alors, moi, je croise les doigts. On va ensemble suivre ce qu'a été aussi la 6e et dernière journée dans les autres groupes et les 10 qualifiés pour ces barrages.
les cadres du continent, attendus dans ce troisième et dernier tour, ont bel et bien répondu présent après leur victoire lors de matchs de la 6e journée. Dans le groupe A, l'Algérie a été effrayée mais a fait l'essentiel en obtenant un nul de 2 buts partout face au Burkina Faso. Dans un match qui a tenu toutes ses promesses, les Fennecs vont donner les tons à la 26e minute de jeu avec l'ouverture du score par Riyad Mahrez qui reprenait un centre de Belaïli. Les étalons vont réagir 16 minutes après par l'entremise de Zakaria Sonogo lancé en profondeur par Gustavo Sangaré. Au retour des vestiaires, l'Algérie va reprendre l'avantage au marquoir grâce à Sofiane Fegouli à la 68e minute de jeu avant de voir Issoufou Dayo remettre les choses à l'état initial en marquant sur penalty à la 83e minute. C'est sur le score de 2 buts partout que l'arbitre va siffler la fin du match, un nul qui va profiter aux Fennecs. Peu avant ce match, dans le groupe F, les pharaons d'Égypte se sont débarrassés des Panthères du Gabon en le battant sur le score de 2-1. Déjà qualifiés pour le barrage, les locaux ont ouvert le score en premier sur penalty par l'entremise de Mohamed Magdi en jouait la 4e minute. Au retour des Citrons, le Gabon va revenir dans le match à la 54e minute avant de voir Johan Obiang marquer contre son camp à la 75e minute. L'autre pays du Maghreb qui a validé son ticket hier, c'est bien la Tunisie qui a étrillé la Zambie sur le score de 3-1. Les 3 réalisations des Aigles de Carthage portent les signatures de Aïssa Laoudini, de Mohamed Draguer et de Ali Maloul, respectivement au 18e, 31e et 43e minute de la partie, alors que la réduction du score de Chipolopolo intervenait à la 80e minute. Le groupe D a aussi rendu son verdict hier. Eh bien, les éléphants de la Côte d'Ivoire sont tombés au stade Japoma face aux Lions indomptables du Cameroun. Devant ses supporters, le Cameroun n'a pas tremblé face à la bonne équipe ivoirienne et va finir son match à la 21e minute grâce à la réalisation de Toko Ekambi servi par Martin Ongla. À l'issue de match du deuxième tour, les têtes des séries se sont déjà dessinées, les équipes les mieux classées du continent, dont le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et le Nigeria, ne vont pas s'affronter entre elles, mais devaient hériter les non-têtes des séries, notamment l'Égypte, le Cameroun, le Mali, le Ghana et la République démocratique du Congo, le seul pays à se qualifier à ces derniers tours, alors qu'il ne disputera pas la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Eh bien, si pour ce deuxième tour des éliminatoires, on a eu droit à 6 journées, eh bien, cette fois-ci, ce ne sera que 2 matchs. Le tout va se jouer en aller comme au retour avec une équipe. On se dit, quel sera le potentiel adversaire de la République démocratique du Congo et quelles sont justement les chances de la RDC pour arriver à s'imposer en aller comme au retour? Ce serait la meilleure des choses, en tout cas. Moi, je pense que la RDC n'a pas à rêver un adversaire particulier parce que là, lorsque vous êtes là, il faut prouver, donc sortir les grands jeux comme on dit. Donc il y a l'Algérie qui est là, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et le Nigeria, les potentiels adversaires de la RDC dans le premier chapeau. Donc la RDC doit sortir les grands jeux. On n'a pas de choix, donc il faut gagner parce que la RDC doit commencer ici à Kinshasa et puis sortir à l'extérieur, donc ils doivent gagner, peu importe l'adversaire. C'est vrai, il y a l'Algérie aujourd'hui qui est sur une série de 33 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, depuis 2018. Donc c'est la meilleure nation africaine, même mondiale. Et donc si vous tombez devant l'Algérie, ce sera difficile. Mais bon, il faut jouer. Lorsque vous êtes là, il faut assumer. Et aussi le Sénégal, pour moi, en tout cas, je préfère que ce soit même le Nigeria. Parce que le Nigeria, j'ai regardé le match des Nigeria, ils ont de bons joueurs, mais ils n'ont pas un groupe solide. C'est un peu des individualités, on peut vraiment se mesurer avec le Nigeria, contrairement aux autres qui ont vraiment des équipes solides, surtout que la RDC avec les équipes du nord d'Afrique, c'est toujours compliqué, ça n'a pas toujours été facile. Et pourquoi pas aussi la Tunisie pour se venger, et donc si la Tunisie aussi, et la RDC pour se venger, ça peut être aussi l'inverse. Hein?
Oui, mais cette rage-là de vaincre, ce sera encore une sauce supplémentaire pour la RDC parce qu'on se rappellera toujours de ces matchs ici à Kinshasa, ces matchs qui restent toujours gravés. Moi, à chaque fois je pense à ces matchs-là, j'ai toujours mal. Et si jamais on battait la Tunisie et on croisait la Tunisie, on battait la Tunisie, on va se soulager carrément. Des potentiels adversaires? Bon, mais même moi, je préfère même le Sénégal. Bon, je l'ai dit pour rire. Bon, je pense que les Sénégal et l'Algérie un cran dessus. Quand on regarde même leur ranking au niveau FIFA, tout ça, ils ont de bons joueurs. Ce sont des équipes qui ont des effectifs qui ont fait longtemps et puis les joueurs brillent dans différents championnats. Mais je pense que nous n'avons pas à nous lamenter parce que nous avons aujourd'hui un bon groupe et il y a une certaine stabilité. Je pense que l'entraîneur va commencer à comprendre son groupe, son effectif, comment utiliser les joueurs. Maintenant, on doit être plus solide. S'il y a possibilité qu'on renforce par certains éléments, comme Echak ou les autres, ça sera une très bonne chose. Parce que, comme je l'ai dit, nous jouons le match retour à l'extérieur. Quand je regarde les différents postes des journalistes français qui nous en veulent, ceux qui défendent la Côte du Bénin, on nous promet le pire. Bon, n'oubliez pas que les matchs retour, si vous êtes qualifié, ça sera à l'extérieur. Et on a démontré 3 ou 4 matchs que nous avons, non, je crois 3 matchs que nous avons joués, 2 matchs que nous avons joués à l'extérieur, on n'a pas encaissé. C'est-à-dire que, non, on n'a pas encaissé, mais on n'a pas perdu. C'est-à-dire, l'équipe est efficace, l'équipe est capable, même si elle est menée, de revenir au score. Pour moi, c'est déjà quelque chose de bien. Maintenant, on doit consolider les acquis. Il faut qu'il n'y ait pas de complaisance. Si c'est Ngonda ou Maswaku, c'est lui qui mérite, doit jouer. Il ne faut pas dire qu'on attend la blessure. Parce que moi, quand je regarde les matchs que Maswaku a fait, peut-être les matchs ne se ressemblent pas non plus. Il est suspendu pour le match. Oui, déjà qu'il est suspendu. Bon, donc, on va faire avec Ngonda, mais il y a aussi Ntsakala, côté droit. Moukoko Amale, déjà, ça va. Mais dans l'axe, moi, je continue à mettre sur la place publique ces débats-là qui me semblent importants. Est-ce qu'il faut toujours replacer Chancel devant l'axe et jouer avec Tisserand et Louindama? C'est un débat. Mais les gardiens, aujourd'hui, je crois qu'Yassoumboua me rassure. Me rassure parce que j'ai vu ses réflexes contre la Tanzanie. J'ai vu la sortie qu'il a faite contre le Bénin ici à Kinshasa. Les ballons là qu'il a claqués, c'était vraiment extraordinaire. Mais par contre, dans l'entrejeu, j'ai quelques préoccupations. Regardez Moutoussami, comment il a joué contre les Bénin. Edo Kayembe qui a fait un très bon match contre la Tanzanie. Et si la réalisation peut nous aider à voir ce match. Les matchs contre les Bénin, on les met de côté. Mais quand lui rentre, il stabilise les jeux. C'est un garçon, il n'est pas pressé. Que ce soit dans la récupération ou dans la relance, il joue dans les intervalles. Et on sait que c'est quelqu'un qui fait participer les autres au jeu. Mais avec Moutoussami, je les voyais seulement récupérer et donner des ballons qui n'arrivaient pas. Kakuta, il est bon, mais les derniers matchs ici, c'est 80% de passes ratées. Peut-être s'il va augmenter son volume de jeu, ça sera une très bonne chose. Parce qu'il ne faut pas qu'au niveau de lance, il se donne à 100%, mais ici, il préserve ses pieds. Parce que c'est ce que j'ai vu. Il peut rater à côté de son match, mais même contre la Tanzanie, il était bon, mais j'ai regardé son match, c'était toujours moyen. Les matchs du Bénin aussi, c'était moyen. Donc, ce match-là, c'est quitte ou double. Les joueurs doivent se donner. Vous voyez comment l'état d'esprit de Moukoko Amale. Je voudrais que tous les joueurs aient le même esprit que Moukoko Amale. C'est-à-dire, s'il faut attaquer, vous attaquez. S'il faut et pendant 90 minutes, parce que surtout quand on va jouer à l'extérieur, si on arrivait à gagner les matchs aller ici, donc là, on va subir tout dépend aussi de l'adversaire, parce que justement, si on doit attaquer à 90 minutes et défendre pendant les 90 minutes, ça dépend de qui est en face de vous. Aujourd'hui, si on doit, par exemple, penser les équipes maghrébines, on se dit qu'ils sont forts en relance, parce qu'ils sont élancés, et on se dit, est-ce qu'on va jouer comme vous le voulez, ou il faudrait des techniques spécifiques justement par rapport aux adversaires, sans tenir compte justement de cet aspect dont nous avons évoqué ici. Ces équipes vont jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire que au sortir de la Coupe d'Afrique des Nations, ils auront une homogénéité parce qu'ils ont compétit. C'est une vraie compétition à laquelle les joueurs ont participé. Et jouer justement ces éliminatoires après, ce sera un bonus pour eux par rapport à une équipe où nous allons être éparpillés et puis rassemblés juste après. Autant que ces équipes qui vont jouer la CAN du mois de janvier
au mois de février qu'au mois de mars, certains, peut-être, seront fatigués du fait d'avoir passé près de 4 semaines de compétition. Donc, ça dépend de quel angle vous le prenez. Moi, quand je regarde, c'est le potentiels adversaires de la RDC, je me dis, sur le 5, c'est vrai, nous, ou sur le 10, nous sommes le petit poussé. Ça, ne nous voilons pas la face. Hein. La preuve est qu'on ne sera pas à la CAN. Donc, quel que soit l'adversaire que nous allons rencontrer, moi, je me dis, la pression sera plutôt, si c'est le Sénégal, mais attends, c'est le Sénégal qui vaut 300 millions dans l'ensemble des joueurs sénégalais, 300 millions, ce qu'ils valent en termes de valeur marchande. De valeur marchande de l'équipe sénégalaise. Si c'est le Maroc, attendez, c'est 18 sur 10 durant ces éliminatoires. Et le Mali qui n'a presque pas encaissé des buts, donc qui n'a encaissé aucun but. Et les derniers matchs, ils se sont même permis de tourner. Donc, quel que soit l'adversaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, certains veulent que ce soit le Nigeria, parce que le Nigeria est allé chercher difficilement sa qualification au dernier match, un peu comme nous. Ça reste une équipe ils ont fait d'ailleurs un nul. Ça reste une équipe à craindre. Quel que soit l'adversaire, déjà, la pression sera plutôt côté de l'adversaire. Nous, on viendra jouer notre tour. Encore une fois, on est unanime sur ce plateau que tout dépend. La pression ne sera pas du côté de la République démocratique du Congo. Alors qu'on parle du programme en route vers la Coupe d'Afrique des Nations. On est déjà en train ici de créer des programmes. Il y aura toute une communication autour de cette qualification. Non, et vous pensez justement que la pression, il n'y aura pas du côté congolais? Non, moi je pense que nous allons jouer aussi. Moi je crois que c'est possible. Surtout qu'aujourd'hui, le président de la République s'implique, les gouvernements s'impliquent, la fédération. C'est ça justement la pression entre la fédération. Parce que j'ai suivi l'interview de Chancel Mbemba après le match de la Tanzanie. Il a beaucoup insisté sur la cohésion entre fédération et gouvernement, fédération. Boyokana. Voilà, Boyokana. Et je crois que s'il y a cette dynamique-là, on peut espérer. On peut rencontrer le Sénégal, ça dépendra. Cooper, il est bon défensivement, donc nous pouvons jouer défensivement. Là, ça sera des sacrifices extrêmes. Et nous-mêmes, nous allons même mettre notre cœur sur les arbres, nos cœurs sur les arbres, en entendant. Parce qu'on va tellement souffrir, mais s'il y a complémentarité, esprit de vaincre, je crois que je crois on peut. Ce qui est vrai, même contre le Sénégal, on peut. Depuis un certain temps, le gouvernement s'y met quand il s'agit des léopards. J'apprends que maintenant la prime a tourné autour de 10 000 $ par match. Je voudrais que cela ne soit pas que la veille, comme on l'a vu, comme on le voit toujours. C'est-à-dire quand les léopards doivent jouer un match, voilà la prime qui va venir la veille, qui est cette fois-ci que le gouvernement, s'il y aura un stage, tout à l'heure j'avais parlé de chronogramme entre le ministère et la fédération. C'est pas un chronogramme qui doit être respecté et chacun doit s'y mettre. Comment on appelle l'ambassadeur des léopards également qui doit, je crois qu'on va mettre les moyens à sa disposition pour qu'il aille. Parce que maintenant il y a un projet. C'est jeune. Roger Itoto. Ah, okay. Maintenant il y a un projet. Il y a un projet. Il s'agit d'une Coupe du Monde en vue. Donc il a quand même de la matière pour convaincre ces jeunes. Ceux qui voudront bien, n'est-ce pas, s'inscrire dans ce projet-là. Ceux qui ne voudront pas, on va se passer d'eux. La preuve est qu'on est là sans eux. Donc, qui est des moyens qu'ils soient là. Et surtout, respecter il faut qu'ils soient là. Et ceux qui attendent encore, comme les Van Bissaka, qui attendent encore une sélection anglaise alors qu'il y a mieux que lui. Et bon, il s'est dit qu'il est encore jeune, peut-être qu'il... Mouko Kamal est mieux que lui. Voilà, donc on peut se passer, parce que Ebe la tête au colia, Mouko Kamal est là, il assure. Ebe la tête au colia. Donc voilà, mais en tout cas, j'insiste, un chronogramme, des moyens qui ne soient pas mis seulement la veille. Il s'agit d'une Coupe du Monde en vue 47 ans après. Donc, accompagner la direction technique nationale, j'imagine que c'est toi là, la direction technique qui va quand même avoir cette relation, on dit verticale. Chacun doit avoir sa part. Mais oui, parce qu'il faut qu'il y ait un travail. La direction technique nationale doit travailler. On apprend maintenant que Médard Loussadi soit été confirmé à ce poste-là. Okay. On doit sentir cette direction technique nationale parce que les sélectionneurs doivent avoir des comptes à rendre à quelqu'un. C'est vrai, ce n'est pas son chef. Ils ont une relation, on dit, verticale. Mais Billy, tu sais pourquoi je suis content? Parce que comme Eddy parle toujours de direction technique nationale, direction technique, et qu'il est au ministère des Sports, il est pas sur le plateau, il aurait pu être là pour et comme il est au cabinet du ministre, je crois qu'il va vraiment plaider pour la direction technique nationale. Il devait normalement être ici pour... Oui, il s'est excusé. Vraiment, je serais très... Je pense que Cooper a des comptes à rendre. On ne peut pas se mettre la pression pour rien. La philosophie, on va jouer avec quelle philosophie? C'est un match important. C'est jeune.
ces jeunes qui vont venir, voilà, il faut qu'il y ait une philosophie avec laquelle on va jouer. C'est peut-être ça sera peut-être trop tôt de faire tout ça parce qu'on en reste qu'avec 2 ou 3 mois de préparation seulement. Je pense qu'on ne peut pas se mettre la pression parce qu'on a déjà fait l'essentiel. Et comme Billy disait tantôt, donc on est les petits poussés. Tout adversaire, c'est l'adversaire qui aura la pression. Nous, on va jouer libéré. C'est vrai, ça fait 47 ans qu'on n'a pas participé à la Coupe du Monde. Oui. Mais c'est vrai qu'on a aussi cette envie-là. Tout le monde veut qu'on participe à la Coupe du Monde, mais on ne peut pas se mettre la pression. On peut renforcer l'équipe avec des joueurs comme Mouissa, par exemple, un bon joueur. Et si la Katon passe, si Mécha Kelia aussi sera là. Donc je pense qu'on peut renforcer dans quelques postes, dans quelques compartiments. On a déjà le squelette, il est là, et donc les noyaux. Donc on ne peut pas se mettre la pression. Pensez à l'avenir, parce que quand vous regardez la moyenne d'âge de l'équipe nationale, aujourd'hui, qui Mokani, c'est 36 ans. Ce sont des retraités. Voilà, il y en a qui vont partir. Mais absolument, ces jeunes-là, il ne faudra pas les intégrer. Du coup, il faut commencer à les préparer. Petit à petit. J'ai parlé de Ngimbi de Mazembe. Je parlais d'un jeune que je vois chez Mazembe, comment il s'appelle, Mwamba Patient. Des garçons comme Karim qui vous dit, il est international, il joue la Coupe d'Afrique. Il a fait ses preuves depuis 3 saisons. Encore parce que mais petite, les intégrer, progressivement. Mais non, je parle de la qualification. Avant de parler de la Coupe du Monde proprement dite, je parle de la qualification d'abord. Vous savez déjà un groupe qui est là. Je ne vois pas pourquoi venir avec d'autres joueurs. Moi, je pense que ce que Billy dit est fondamental. C'est vrai qu'on a besoin de la direction technique nationale, elle doit jouer son rôle. Mais là, nous sommes devant un enjeu important. On ne doit pas disperser les énergies. Nous devons nous concentrer d'abord sur cette double confrontation. Et nous avons la qualification. Entre-temps, la direction technique nationale va consolider. Là, on doit consolider les acquis. Et l'entraîneur, je crois, il ne doit pas se disperser. On se pose aussi la question quand même, les supporters en ont eu un tout petit peu marre. On se dit finalement, le match à huis clos, c'est seulement ici en République démocratique du Congo. Vous parlez de huis clos, mais on voit tous les gouverneurs, tous les ministres qui sont là-bas au stade, tout le monde qui est là-bas. Finalement, le huis clos, c'est seulement pour le petit peuple. La question du huis clos, justement, c'est comment? Parce qu'ailleurs, on voit que la FIFA avait accordé les 30%. C'est par rapport à quoi? Par rapport à la Covid, par rapport à la vaccination. Quelle est l'explication claire qu'on peut donner aux gens aujourd'hui pour dire que le huis clos se maintient ici Je crois qu'il ne faudra pas oublier sur le rapport. C'est vrai que même si le rapport du commissaire n'a pas signalé le nombre de changements au-delà, disons les possibilités de changements que nous avons réalisés au-delà du prévu, mais il y a également ce cas du public, parce qu'il semble que selon ce qui avait été convenu, on attendait 250 personnes, mais il semble qu'on est allé au-delà de 1000 avec justement la présidence. Non, on a parlé de 500. On a de 500 avec la présidence qui s'en est mêlée, mais n'oubliez pas quand même que là, c'est une mesure de grâce que la FIFA nous a accordée, parce que ce stade est encore en chantier. Donc moi, je crois que de ce point de vue, voilà, qu'on mette le moyen, qu'on finisse le stade. Il y a aussi ces problèmes de couvre-feu. Si jamais cela s'est terminé, je crois qu'il n'y aura plus de raison qu'on nous prive de... mais la FIFA et la carte sont au courant qu'il y a en RDC, il y a des couvre-feux. Il y a des couvre-feux de la Covid, justement par rapport à la Covid. Comment vous justifiez la présence des gens au stade? Moi, je pense que ce qu'on a vécu ces jours-là, c'est déplorable. Moi, je suis arrivé au stade à 11h avec les badges de la FECOFA, mais on arrive là-bas. Il y a la presse qui ne pouvait pas entrer. Oui, mais on dit non, mais ces badges ici, nous, on ne les reconnaît pas. C'est la présidence qui organise. Non, mais ce n'est pas la présidence qui organise le match. Ce n'est pas la présidence, je suis désolé. Ce n'est pas la présidence. La présidence doit s'associer à la FECOFA. C'est la FECOFA qui organise le match. Et là, on arrive, on nous dit non, ce n'est pas ces badges ici. Il y a eu un désordre. Et nous avons, vous savez quand même le citer, les journalistes, les confrères qui participent aussi, voilà, Fonseca qui participe également régulièrement de ces émissions, qui a été victime, qui a perdu son portable alors qu'il travaille, c'est la presse en ligne, donc ils sont tout le temps sur le téléphone. Il avait son badge à bonne et due forme, mais il n'a pas pu entrer au stade tout simplement parce qu'il y avait la présidence de la République qui s'est approprié l'organisation en réuniant les badges des sportifs de la fédération. C'est là que nous demandons aux gens de la présidence, quand il y aura les matchs de mars, qu'ils se mettent à l'écart ou qu'ils s'associent à la FECOFA. C'est vrai que le président de la République, il vient au stade, nous sommes vraiment heureux de le voir tout le temps au stade. Il apporte beaucoup dans cette équipe nationale, ses résultats aussi, parce qu'il est là, il participe, il encourage les joueurs et la motivation est assurée. Mais au moins pour l'organisation, que la présidence se mette de côté. S'il y a des dispositions à prendre, des dispositions protocolaires, sécuritaires, et doit s'associer à la FECOFA. Carrément. Il y a un général de la police qui est certifié par la FIFA et qui travaille pour la sécurité au stade. Il est là, il est connu. Ce n'est pas des choses qu'on invente.
Il est là. Donc, je pense que cette fois-ci au moins, qu'on change. Parce que ce qu'on a vu ces jours-là, bousculer les journalistes. On leur a dit, même les journalistes qui viennent rendre compte, vous les refusez l'accès. Et même quand on dit le huis clos, le huis clos ne concerne pas les journalistes, justement partout dans le monde. Oui, le huis clos quand on parle de huis c'est clos, ça. les journalistes sont exemptés de ce huis clos. Ils assistent parce qu'ils doivent relayer l'information C'est ça. pour le Dimanche, public qui regardez n'est pas le au public. stade. Et Regardez le c'est ce public. qu'on nous Il n'y a pas de dit. journalistes. Il y a un nombre réduit de journalistes qui ont eu accès au accédé. stade. Mais il y a eu beaucoup de gens, des camarades, et tout ça, et des familles qui sont venus. Comment ils sont entrés? Personne ne laissé. Et c'est qu'on nous dit tout à l'heure. C'était déplorable. Tout à l'heure, Jean-Ric a évoqué un détail important, que seul le journaliste qui va travailler, parce que nous, quand on va au stade, on ne va pas regarder. On va travailler. Quand il évoque les changements, les nombres, il y a des détails que C'est des journalistes qui voient. qui voient et qui, Voilà. n'est-ce pas? Et c'est qu'on oublie que nous sommes dans un domaine codifié. Le football, c'est pas, monsieur, la présidence a besoin, l'image de la présidence a besoin d'être mieux vendue dans un contexte politique qui est le nôtre. Je crois que les messieurs de la communication de la présidence, vous avez du travail à vendre l'image du président autrement que comme vous l'avez fait au stade. Le football, le sport est codifié, n'est-ce pas? Donc, Et puis, on risque avec cela, des sanctions. Parce que vous imaginez parce que là, on dit, on a violé le huis clos. la CAF, Clairement. la CAF apprend que pour que le journaliste accède au stade, c'est la présidence qui a organisé. Vous ne voyez pas qu'à la longue, on peut risquer des sanctions. Donc, messieurs, ne faites pas du zèle. Non, Parce et que puis, moi, je ne vois pas une pareille décision et puis- venir du président ou de son directeur de cabinet. C'est Non. le zèle de ce service des communications qui, au Non, lieu de mais vendre même pas l'image les du services de président, Service de communication, sécurité, c'est- protocole Et puis moi, et- je peux vous surprendre. si finalement, Les on va journalistes- pour la Linafoot et les Pefkin, Les journalistes qui vont au Maghreb, les journalistes congolais qui vont au Maghreb, qu'est-ce qu'ils remarquent à la mi-temps? On vient vous chercher pour vous donner des sandwichs, parce qu'on considère que le travail que vous faites est énorme. Vous êtes en train de faire la publicité de leur équipe, de leur championnat. spectacle. Et en contrepartie, on vous donne juste, on vous garantit le minimum. Un endroit, un bon cadre de travail, et à la mi-temps, un rafraîchissement. Mais ici, chez nous, c'est le contraire. C'est le contraire. On vous bouscule, on nous a bousculé. Je vous dis qu'on nous a bousculé. Clairement, il y a des images On qui sont a, là. pour entrer au stade, il fallait quémander comme des vanupiers là. Non, mais aidez-nous avec les badges. C'était comme Finalement, ça. même le même badge de la présidence ont été vendus par des personnes. Ah, ils ont donné quelque chose, ils ont pris ces badges-là, ils ont eu accès. Finalement, Donc, le ils ont public refusé normal, les badges de la FECOFA, ils sont venus avec leur propre badge pour finalement vendre aux gens. Et vous avez vu combien il y avait beaucoup de gens au stade, donc c'est quand même triste. Et je pense que ça doit interpeller tout le monde. L'organisation du match est réservée à la FECOFA. Si la FECOFA organise, il peut s'associer à la présidence, bien évidemment, parce que le président... Non, la présidence Non, s'associe c'est à la la présidence FECOFA. qui Voilà. soumet son liste. Absolument. C'est plutôt, pardon, Sa sa liste. liste. Qui soumet sa liste à la fédération, qui est la fédération qui harmonise justement pour réserver une place de choix à la présidence de la République qui va venir justement dans cet événement. Parce que on l'a dit, la c'est conséquence est tellement- là. La conséquence est là. Comme la fédération n'a pas géré l'attribution des badges, on s'est retrouvé avec un nombre supérieur qu'au nombre requis. Là, on nous dit qu'on a violé le huis clos. C'est ça. Parce qu'on a dit 250 personnes, les badges qui ont été distribués ou remis dépassaient largement le nombre requis. Conséquence, on sera sanctionné. Les matchs de Lubumbashi, je crois qu'on va payer ici, c'est 55 000 $. On a été sanctionné, oui. S'ils ont déjà payé pour envahissement de la zone neutre. Mais là, maintenant, c'est pour violation du huis clos. Donc, il faut qu'on laisse à l'organe FECOFA, à technique. l'organe technique d'organiser. On ne va pas inventer la roue. On ne va pas inventer la roue. peut pas Président, comprendre les vous choses. pouvez rester là-bas, ou soit vous Et envoyez... surtout dans le sport est assez les complexe chargés de et sécurité, compliqué. les chargés du protocole, il vient à la FECOFA. À la FECOFA, il y a des gens outillés dans tous les domaines. J'ai parlé ici de la sécurité. Il y a quelqu'un qui est certifié par la FIFA. Au niveau protocolaire, il y en a. Et vous travaillez là-bas et non, vous improvisez, commencez même à bousculer les journalistes. C'était désolant. C'était quand même regrettable. Non, c'était désolant. On se dit aujourd'hui finalement, on revient pour dire que c'est vrai, Cooper finalement il viendra par la République démocratique du Congo parce que s'il doit travailler en étroite collaboration avec Médard de Sadissou à la direction technique pour intégrer les autres, ça voudrait dire que déjà lui-même d'être convaincu, il ne faudrait pas que ce soit qu'on lui impose des joueurs, qu'on lui impose un style ou encore des profils, les gens. Il faudrait que lui-même arrive à expérimenter cela. Et cela passe justement par le respect des résolutions prises au niveau de la dernière réunion d'évaluation où on s'est finalement décidé que Cooper doit venir habiter
en République démocratique du Congo à Kinshasa. Le match, ça a été d'ailleurs annoncé par le vice-président de la FECOFA, M. Bobo Bondembe, à travers une vidéo qu'on a partagée sur le Twitter de la FECOFA. Il a dit clairement que le monsieur Cooper viendra s'installer à Kinshasa. Le temps avant le tirage au sort, bien évidemment, pour qu'il voie un peu ce qu'il peut faire avec le Sadissou et essayer un peu de voir les niveaux de joueurs au niveau du championnat national, s'il peut récupérer quelques-uns. En tout cas, je pense que ça doit se les faire cette fois-ci parce qu'il y a eu la première réunion entre le ministère et la FECOFA et les staffs techniques. Ils ont statué pour qu'il vienne finalement avant même ces matchs. Il a carrément refusé. Le monsieur a carrément refusé parce qu'il reste dans ses principes. Voilà, c'est la question que j'ai. C'est la réponse que j'allais me dire. Je me dis, est-ce que Médard va peser justement pour arriver à faire adopter une philosophie nationale à Hector Cooper? Non, pas faire adopter. Ils vont se mettre ensemble. Les sélectionneurs nationaux n'est pas... Est-ce qu'on se met ensemble? C'est la direction technique qui définit le style de football que nous voulons. Et c'est à ce style-là que nous sommes censés avoir un entraîneur par rapport au profil aujourd'hui du type de football que nous voulons. Contrairement aux sélectionneurs des autres équipes, les équipes d'âge, ainsi de suite, les sélectionneurs de l'équipe A, avec le directeur technique national, ils ont une relation, comment on dit, c'est-à-dire... verticale. Symétrique, donc. Oui, donc il n'y a personne qui... Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus. Ils vont discuter, ils vont échanger. Harmoniser. Hector va proposer ce qu'il compte faire. On le sait bien, c'est un entraîneur un peu à la Morino, très défensif, trouver d'abord les assises défensives, bien défendre, être solide derrière. Et puis bon, voilà, la direction technique nationale, ils vont échanger. Personne ne va imposer à personne. Mais moi, je crois que, disons, lors de cette dernière réunion d'évaluation, on n'a fait que parler. Jusque-là, est-ce qu'il y a eu un logement qui a été proposé à Hector Cooper? Est-ce que, voilà, bon, pas têtu, mais c'est un entraîneur de haut niveau, il a une personnalité à défendre. Donc je crois que nous, on devra d'abord trouver un logement pour lui, parce que j'ai envie de le voir, Kouya Lupopo. J'ai envie de le voir, regarder ce que le gardien de Lupopo a fait alors qu'il est remplaçant. On en parlait tout à l'heure. J'ai envie de le voir. Parce que c'est vrai qu'Yassoumboa, il a performé durant ses éliminatoires, mais n'oublions pas qu'il ne joue pas. Sans club, oui. Il est sans club. Est-ce que ça va continuer comme ça? Le football, parfois, ça ne ment pas. Lorsqu'on ne joue pas, ça finit par vous rattraper. Ouais. Donc, voilà, qui voit aussi. Mais comment il a fait pour garder sa forme pendant toute cette période? Il y a ce côté personnel, c'est un professionnel, il travaille sûrement, mais des matchs de compétition, on a envie de le voir. La compétition, jouer des matchs de compétition. Pendant ces temps, il aura l'œil sur les autres. Parce que qu'est-ce qui vous rassure qu'au mois de mars, il sera toujours aussi performant s'il ne joue pas de matchs de championnat? En janvier, il trouvera un club, parce que j'ai vu en Turquie un club en Turquie qui a les yeux sur lui, donc j'espère qu'il va signer. On le souhaite bien pour lui en tout cas. Comme pour Bakambo aussi. Moi je pense que le plus important, l'entraîneur peut venir ici faire 2 semaines et repartir. Le plus important, qu'on lui donne vraiment le temps de préparer la double confrontation, c'est fondamental. Si on se perd dans des petits détails, on risque de ne pas nous focaliser sur l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est laisser les mains libres à l'entraîneur de faire son travail. En ce moment-là, si nous sommes éliminés, il s'assume. Si on est qualifié, il s'assume. Il ne faudrait pas qu'on perde, que l'entraîneur commence à dire non, on ne m'a pas laissé le temps de faire le scouting, d'aller voir les joueurs congolais qui évoluent dans différents championnats, tout ça. Et regardez bien, ces messieurs-là, les vieux Corollans-là, Hector Cooper, il ne fait confiance qu'à son agent égyptien, c'est fini, qui vient lui souffler à l'oreille et dit mais regarde tout ça. C'est cet Égyptien-là qui dirige pratiquement la sélection. Donc vous pouvez crier, vous pouvez tout faire. Lui n'écoute que ces messieurs-là. L'Égyptien là, son adjoint là. C'est lui qui l'écoute. Je ne sais même pas si Daoula il fait quoi là-bas. Parce que... Il y a un problème de communication. Et puis je vois toujours peut-être notre frère assis sur le banc. Bon, c'est l'Égyptien là qui se met et dit bon, on remplace maintenant. Parce que le vieux, lui, je le vois toujours emporté dans les matchs. Il est toujours là, ses yeux rivés dans les matchs. Il regarde les types là, il vient lui souffler à l'oreille. Regarde, maintenant, on doit faire les changements. Et regarde, il se retourne maintenant. Oui, on peut changer. On change. Donc, on peut commencer à dire ici, il peut bien travailler avec nous, Sadissou. Mais je crois qu'il ne va pas l'écouter. Il a son staff en qui il a placé totalement confiance d'abord, pour preuve. Pour qu'il signe, il a imposé un certain nombre de conditions. Donc son Égyptien là, avec qui il se trimballe un peu partout, il est avec lui.
Et les autres là, membres... Le Malien, les Maliens. tout. Donc, il a déjà un kit complet. Oui. Il a son kit complet là. Ça sera difficile. C'est pourquoi je reviens à dire, le plus important maintenant qu'on se focalise sur l'essentiel. On gagne ces matchs-là, cette double confrontation-là, on se qualifie à la Coupe du Monde. Quand on va se qualifier à la Coupe du Monde, maintenant on va regarder qu'est-ce qui n'a pas marché et comment on peut améliorer. En ce moment-là, je crois peut-être qu'il peut être... Parce qu'il ne faut pas qu'on les perde et puis qu'ils trouvent une raison. Non, on m'a imposé les choix, on m'a imposé des locaux qui n'étaient pas à la hauteur et puis la conséquence est là. Non, qu'on lui donne la chance, la possibilité de se concentrer sur le match, de coacher son match. Après cette double confrontation, à ce moment-là, on va évaluer. On attend justement le tirage au sort prévu le 18 décembre, en attendant les matchs des barrages qui se joueront au mois de mars 2022. Et on sera servi avec, pendant ce temps avec la Coupe d'Afrique des Nations pour voir justement les potentiels adversaires de la RDC pendant ces barrages, comment est-ce qu'ils vont prester tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations dans l'espoir justement de nous voir, nous, RDC, être qualifiés pour le mondial. On souhaitera, on croisera les doigts justement pour cela, pour aller contre le Sénégal, on sera là-bas. En tout cas, c'est l'occasion pour Cooper peut-être de suivre son adversaire parce qu'il y a le tirage au sort aura lieu. Moi, je veux le Sénégal. Voilà. Dans la CAN, ce sera au mois de janvier. Donc il va moi, je ne jure que pas le Sénégal et on sera au Qatar. On attendra. Je vous dis, on sera au On Qatar. attendra. Grand merci, Jean-Ric Commandé. Merci beaucoup. Grand merci également à Billy Kinkela. Grand merci à GD Louise et à vous, les téléspectateurs qui vous suivent régulièrement. J'ai eu l'occasion de rencontrer un d'eux pendant la vaccination et qui m'a d'ailleurs demandé à ce que vous puissiez réfléchir comme ça, comme on l'a fait aujourd'hui, pas trop crier parce qu'à un moment donné, ils se disent on crie tellement qu'ils n'entendent rien à la maison. Ils ont besoin de ces explications justement pour comprendre comment évolue le sport et avoir justement différents points de vue. Grand merci à vous. On se retrouve déjà le week-end prochain à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.